Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo. Nous allons passer toute cette semaine ensemble à Mora. Mora qui a été choisie par les églises de Suisse pour parler de l'ange. Alors la présence de l'ange, vous allez le voir, on va en fait la partager ensemble parce qu'autour de cette table, il n'y a quasiment que ça. Et il se profile derrière l'étendard de l'armée du salut. Evelyne Gostelli, vous allez passer la semaine avec nous, vous serez un petit peu notre fil rouge. Vous êtes major. Vous êtes responsable du Cœur des Grottes à Genève. À vos côtés, ou plutôt à peu près en face, votre époux, Daniel Gostelli, vous êtes également major. Vous êtes responsable du Centre Espoir à Genève. Et puis, il y a Bernard Wittenbach. Bonjour, vous êtes aumônier au Devin à Saint-Aubin. Et le seul qui n'est pas salutiste, en fait, dans notre équipe d'aujourd'hui, dans nos invités, c'est Alberto Bondiani. Depuis 1988, vous vous occupez de l'accueil de nuit de l'armée du salut, un lieu où, en fait, les déshérités peuvent trouver un logement pour un petit moment, quand ça va très très mal. Alors voilà, le décor est posé. On va faire connaissance avec cette étrange armée qui se bat pour les déshérités. Sa devise, soupe, savon, salut. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel historique. L'enfant né en 1829 à Nottingham laissera son empreinte sur le monde. William Bos, élevé dans la foi de l'Église d'Angleterre, se voua à Dieu à l'âge de 15 ans, puis épousa Catherine qui lui donna 4 enfants. L'armée du salut est née dans les quartiers pauvres de Londres à la fin du siècle dernier, à l'initiative de William Bos. La misère était grande à cette époque. Les enfants travaillaient 14 heures par jour. Il est amusant de noter que Karl Marx et William Bos ont habité dans les mêmes quartiers à peu près au même moment. Le slogan de l'armée du salut était soupe, savon et salut. Être prêt à donner de la soupe à ceux qui ont faim, du savon pour que ces hommes et ces femmes retrouvent leur dignité d'être humains afin de pouvoir travailler à leur salut. William Bos entreprend une croisade pour l'évangélisation des masses populaires en se servant des moyens modernes mis à sa disposition, notamment des premières voitures. Sa femme Catherine milita pour que l'armée du salut fût musicienne. La musique, disait-elle, est l'un des appâts les plus puissants de Satan pour attirer les âmes à la destruction. Nous devons donc la détourner à notre profit. Les chants salutistes ont été entendus à travers le monde lors des nombreux voyages de Bos. Qu'il soit en Inde, en Afrique, le fondateur de l'armée du salut a fait reculer la misère. En Suisse, ses débuts sont difficiles. Les méthodes inhabituelles, fanfares, cultes dans lesquels on tape des mains, firent scandale. L'armée du salut fut chassée de Genève. La devise de l'armée du salut retentit partout, sang et feu, le sang du Christ et le feu de l'Esprit Saint. Les épreuves s'abattirent sur William Bos, qui perdit son épouse en 1890 et ses 3 enfants quelques années plus tard. Mais il combattit jusqu'à la fin de sa vie la pauvreté, l'alcoolisme et l'exploitation. Rendu célèbre par ses combats, gagnant ainsi l'estime de la population britannique, William Bos fut enterré en grande pompe devant une foule nombreuse à Londres en 1912. Comment est-ce qu'on explique en fait cet engouement? 150 ans après, non seulement ça existe, vous êtes présent dans plus d'une centaine de pays et me semble-t-il plus fort que jamais. Je crois que c'est parce que William Bos a donné un grand dynamisme en donnant beaucoup de liberté en même temps. Et je crois que l'évangile de Jésus-Christ est encore quelque chose de très puissant maintenant et qui nous pousse à agir. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes entré dans le mouvement. Voilà, moi j'ai connu l'armée du salut depuis très très tôt puisque je suis née dans un foyer de l'armée du salut. Donc mes parents faisaient partie de l'armée du salut et c'est ainsi que j'ai découvert l'armée du salut depuis très tôt. Mais il y a un moment donné où on décide pour soi-même qu'on veut devenir salutiste et pour moi c'était aussi très très tôt puisque j'avais 7 ans. Au diable, pardon, enfin, c'est peut-être pas tout à fait le terme, hein. En l'occurrence on parle plutôt des anges et du bon Dieu ici. Mais en fait, bon, il y a d'autres associations. Pourquoi l'armée du salut précisément? Pourquoi l'armée du salut? Je crois que c'est parce que Dieu m'a appelé là, il aurait pu m'appeler ailleurs. Mais est-ce que c'était important de pouvoir témoigner de votre foi parce que vous pouvez aider sans parler du bon Dieu? Je crois que c'est parce que j'aime le bon Dieu que j'aime le servir. Alors, vous avez au fond rencontré Daniel pendant votre école de salutiste?
Non, Pas du tout. Non. Racontez-nous alors. Ou alors, c'était lors d'une fondue. On s'est découvert. Mais vous aviez déjà fait votre choix, vous étiez déjà salutiste vous-même? Alors moi, je faisais déjà partie de l'armée du salut, mon mari non. Comme officier? Non, on n'était encore pas officier de l'armée du salut. On était, si on peut dire, on était soldats de l'armée du salut, ce qui pourrait dire paroissien. On allait à l'armée du salut. Donc vous l'étiez quand même tous les deux? Non, pas mon mari. Moi, je l'étais. Vous l'avez pris par la main, puis vous lui avez dit, si tu veux m'épouser, tu rentres là-dedans? Non, non. Non? Vous voulez savoir tous les secrets, là? Bah oui, écoutez. Écoutez, mon mari connaissait déjà un petit peu l'armée du salut. Je pense qu'il pourrait vous en parler mieux que moi, mais il n'était pas engagé dans l'armée du salut. Lorsqu'on s'est rencontrés, moi, j'étais encore pas tout à fait sûre si j'allais devenir officière de l'armée du salut ou pas. Et c'est quelque chose, une décision qu'on a prise chacun pour soi. Et puis, on a été très heureux de voir qu'on avait ensemble le même chemin de vie. Mais est-ce que vous auriez pu vous marier si vous aviez, vous, choisi de vous engager, donc de devenir officier, et si lui était resté à l'extérieur, est-ce que vous auriez pu vous marier? Alors non, non, on aurait... Mais je crois que c'est des choses que Dieu ne nous demande pas. Hein. Et puis... Qu'est-ce qu'il vous demande pas? Mais c'est-à-dire que le problème ne s'est pas posé, puisque les deux, on avait une vocation pour servir Dieu, et puis je crois que Dieu a fait qu'on se rencontre. Je crois que c'est vraiment une question qu'on... Daniel Gostelli, qu'est-ce qui a en fait influencé votre choix? Pourquoi vous l'avez choisi, cette armée du salut? Moi, ce qui m'intéressait surtout, je pense, c'était l'occasion qui était donnée dans ce contexte-là de témoigner de sa foi de façon ouverte. Et c'est quelque chose avec quoi j'avais de la peine, en fait, en tant que croyant. Et l'occasion qui se dessinait par les moyens de l'armée du salut m'attirait beaucoup. Ensuite, j'avais un cousin officier de l'armée du salut qui était missionnaire et qui, quand il revenait en congé, nous partageait avec beaucoup de vie son enthousiasme. Ce cousin est décédé accidentellement en Afrique. Puis moi, je trouvais vraiment très intéressant de suivre, de poursuivre, de continuer. Alors, il y a quand même des règles assez strictes. Hein, on ne vit pas en concubinage. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Quelles sont les grandes règles? Les grandes règles de l'armée du salut. On s'engage pour la vie. On s'engage pour la vie, oui, ce qui correspond à ce genre d'engagement existe dans d'autres contextes. Est-ce que c'est comme les vœux d'un monastère, dans un monastère? Ça ressemble beaucoup à des engagements religieux qui peuvent être de cet ordre-là. Ensuite, je pense qu'à peu près tout ce que l'armée du salut demande, la grande partie des églises évangéliques le trouvent aussi dans l'évangile. Ce qu'on a probablement qui est marginal à l'évangile, c'est un engagement d'abstinence d'alcool. Du tout? Du tout. Vous ne buvez jamais un verre? Nous ne buvons jamais un verre. Vous avez le droit de fumer? L'officier de l'armée du salut n'a pas le droit de fumer. Oh là là, c'est sévère. Ça vise la santé. C'est vrai que vous allez vivre très très longtemps, certainement beaucoup plus longtemps que nous. Mais alors, ça veut dire que si, bon, je sais que les règles sont en train d'un petit peu de changer, on en parlera en fin de semaine, mais si un couple désire sortir de l'armée du salut, c'est quoi? C'est un parjure? En fait, vous êtes extrêmement mal vu? Non, je pense que la direction de l'armée du salut a plutôt tendance à accompagner de façon très respectueuse les gens qui arrêtent. C'est arrivé? Oh oui, ça arrive souvent. Oui. Bon, vous êtes tous les deux à Genève maintenant depuis 4 ans. Vous vous occupez du Cœur des Grottes et vous êtes au Centre Espoir. Vous avez eu d'autres expériences avant. Au fond, vous n'avez pas le choix de votre destination, du lieu où vous allez devoir travailler. Alors non, on reçoit des ordres de marche de la direction de l'armée du salut.
Mais je dois quand même dire maintenant que d'habitude, on nous consulte et on en parle. Et puis ensuite, après, on reçoit un ordre de marche officiel. Mais c'est difficile. Jusqu'à maintenant, non. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est une manière, en fait, de vous rendre plus humble, plus obéissant? Peut-être, je sais pas. Peut-être plus souple et plus mobile. L'armée du salut, ça reste une armée qui doit être souple et mobile. Et puis, je crois que c'est important de faire confiance aux chefs qui ont une vision plus large que la nôtre sur le terrain. Mais si vous aviez voulu partir à l'étranger? On aurait pu le demander et dire qu'on se sent poussé à aller à l'étranger et on aurait entendu notre demande. D'ailleurs, on est parti à l'étranger, là, à la demande de nos chefs, on a passé un temps en Belgique. C'est pas très loin, C'est pas très loin. Non, c'est encore en Europe. D'accord. Bon, alors, vous êtes au Cœur des Grottes. Le Cœur des Grottes va fêter son 100e anniversaire cet automne, au mois d'octobre. C'est un très beau jubilé. C'est un foyer d'accueil pour femmes et enfants confrontés à la précarité. Alors, Véronique Amstutz et Frédéric Timmerman s'y sont rendus. C'est dans les cuisines qu'ils ont recueilli ces témoignages. Bon, moi, je pense que si les dames ils viennent, ils ont des problèmes, s'ils veulent se confier, pour moi, il n'y a pas de problème, je les écoute. Comme ça dépend, ils ont des feelings, des fois ils parlent avec d'autres ou avec... ça dépend, vraiment, ça se passe bien. Vous avez l'impression de pouvoir les aider? Bon, je ne sais pas, ça c'est aux dames de dire. Hein. Moi, j'écoute, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire pour moi, mais j'espère que j'essaie de faire le mieux possible, les aider. Il n'y a pas des moments où vous vous dites que c'est très lourd comme ambiance, comme environnement? Bon, moi, je ne dirais pas vraiment lourd. On a pour l'habitude, pour finir tous les jours, on vient, il y a des choses qui se passent et puis on sait que ça va s'arranger. Donc, on a l'espoir que ça se passera bien. Donc, on s'est fait un peu du souci, mais après, ça passe. Que je suis là pour une année. Et puis, ça me plaît énormément de travailler dans le social. Je ne pensais pas que je serais intéressée comme ça par le social. Alors, je pense que je vais diriger ma carrière au sein de la ville de Genève dans le social. Qu'est-ce que ça vous a appris principalement d'être ici? Ben, on ne se rend pas compte la misère qu'il peut y avoir. Ça nous fait une belle leçon de vie. On se plaint toujours pour des petits oui, des petits tracas. Alors qu'il y a des dames qui ont beaucoup de tracas ici. Et... oui, ça nous fait réfléchir. Il y a des situations qui vous ont pesé personnellement, que vous n'arrivez pas à évacuer comme ça le soir en partant? Non, j'essaye justement de bien différencier le travail et la vie personnelle. Parce qu'autrement, si on emporte tous les problèmes des dames à la maison, c'est pas gagné d'avance. Alors, quand je rentre dans mon train, j'essaye de penser à autre chose. C'est pas difficile d'aider, mais je pense qu'il faut être faite pour faire ce métier, je crois. Il faut savoir juste doser ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire. Oui, chaque cas est tellement particulier que c'est difficile, mais je pense pas que tout le monde peut le faire. Mais par exemple, vous dites que vous, en étant simplement aide de cuisine, vous arrivez, disons, à avoir en tout cas une écoute, à les faire rire. Oui. Ça paraît pas extraordinairement difficile. Non, mais au début, elle ne rit pas toujours. C'est avec les jours, les semaines, voire les mois, qu'elles arrivent à rire. Alors, Edith dit une très jolie phrase, c'est pas difficile d'aider. Je dirais moi que c'est très très difficile. Aider pour vous, c'est quoi? Aider, c'est accompagner quelqu'un dans la situation qu'il traverse. C'est peut-être lui dire que le bonheur existe encore, l'orienter du côté du bonheur. Peut-être que c'est ça, aider quelqu'un. Mais d'abord le rencontrer dans la situation où il se trouve et comme il se trouve, et surtout l'écouter. C'est ça que ces femmes attendent de vous quand elles viennent au Cœur des Grottes? Alors, je pense qu'elles attendent beaucoup d'être écoutées, oui. Elles attendent aussi d'être conseillées, parce que souvent, dans une situation difficile, on ne sait plus dans quelle direction se tourner. Et elles attendent souvent
qu'on les conseille, mais surtout qu'on les comprenne et qu'on les écoute. Alors, vous êtes tous les jours confrontés à des situations dramatiques, des situations de vie. Parfois, il doit y avoir des échecs. C'est quoi pour vous un échec? Un échec, je n'y pense pas beaucoup aux échecs. Mais c'est peut-être quand quelqu'un ne trouve pas sa place, quand quelqu'un... Est-ce qu'on peut résoudre tous les problèmes? Non, Est-ce qu'il y a toujours des solutions? Je ne crois pas, parce que je crois que c'est aussi une démarche très humble, qu'on marche à côté de quelqu'un, et puis pendant un moment, on est ensemble, on partage, et puis après, la vie continue, et la personne fait les choix qu'elle a envie de faire. Mais je sais pas, ça me coince un petit peu cette question d'échec, parce que je pense que la personne est libre de faire ce qu'elle veut, et de choisir ce qu'elle veut. Et dans ce sens-là, parfois une personne choisit pas ce que j'imaginais, mais c'est à elle de savoir si c'est un échec ou pas. Finalement, elle choisit son chemin. Voilà, ouais. Daniel, lorsque vous étiez au Devin, vous vous occupiez de personnes alcooliques. Et ces personnes ont dit qu'elles étaient irrécupérables. Il veut dire quoi ce mot pour vous? Comment il résonne? Pour moi, ce mot résonne comme un défi, c'est-à-dire comme quelque chose qui est, de mon sens, assurément, fondamentalement pas vrai. Et ça me motive beaucoup à chercher la faille pour faire mentir ce mot. Alors Bernard Wittenbach, vous avez travaillé de longues années à côté de Daniel, justement au Devin, vous en tant qu'aumônier. Alors ces personnes, au fond, qu'est-ce que vous faites par rapport à leur dépendance? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors moi, donc, je m'occupe de la partie, disons, spirituelle de la personne. Et l'aumônier, si vous voulez, c'est un ecclésiastique qui appartient à une institution avec l'idée que la maison désire que l'accompagnement spirituel soit pris en charge, soit une réalité. Puis à partir de là, on se trouve en religion. Ce mot n'a pas bonne presse, mais moi je le prends comme relier et répéter. Et si vous voulez, c'est extraordinaire de pouvoir répéter encore à quelqu'un qu'il a de la valeur, qu'il est beau, qu'il peut s'en sortir, qu'il y a des processus de vie. Et puis c'est mon travail, donc c'est un travail de répétition. Et bien sûr que si on l'enferme dans des répétitions de litanie, ce mot religion... il ne veut plus rien dire à la fin. Mais si on répète des choses dans la vie, c'est un mot extraordinaire de répéter ça. C'est très pédagogique de répéter les choses d'ailleurs. Alors on va voir, parce que Alberto Bondiani, vous avez été dépendant, vous avez été alcoolique pendant une vingtaine d'années. Et puis ça s'est encore aggravé avec une descente aux enfers qui a duré 3 ans. Qu'est-ce que vous étiez capable d'entendre ou qu'est-ce que vous auriez voulu entendre dans cette période de votre vie? Rien, j'écoutais personne, je m'écoutais moi-même. Donc il peut vous faire tous les discours de la terre, en fait, c'est inutile. Quelqu'un qui est dépendant de l'alcool ou de notre produit, il ne pense qu'au produit dans le fond. Parce qu'il sert quand même à atténuer ces souffrances morales, ces solitudes, ces malaises qu'on a. Je crois que donc il dit je vais écouter moi-même. C'est justement là le miracle. Et nous, moi, mon travail, c'est de rendre conscient à la personne qu'elle s'écoute elle-même, justement. S'il s'écoute lui-même, c'est déjà un processus de vie, il existe. Il n'est pas un numéro, il n'est pas une étiquette alcoolique, il est sujet, je m'écoute moi-même. Mais il s'écoutait même pas, en fait, il était dans l'attente de sa boisson. C'est tout. Voilà, il s'écoutait pas, parce que s'il s'écoutait, il sentait qu'il avait mal. Mais justement, donc il y a une attente. Et c'est sur ce phénomène d'attente qu'on peut donner une identité. C'est pas sur l'attente de la boisson, mais c'est sur l'attente de la vie. Alberto Bondiani, il y avait une attente? Non, absolument pas. Non, ah, non, là, il y a deux absolument, discours. Hein. Absolument pas, non. Non, j'étais pris dans un engrenage, puis j'avais pas l'intention de m'en sortir. Je me laissais mourir. À petit feu. Quel a été le détonateur? Qu'est-ce qui vous a permis de dire cette fois stop, j'arrête, autrement c'est fini? Je crois que je n'ai eu vraiment marre d'en avoir marre. Je souffrais tellement qu'il y a eu ces déclics qu'on ne sait pas, dans le fond, d'où ça vient, qui m'a dit maintenant il faut que tu demandes de l'aide.
À qui vous en avez demandé? Et à mon médecin. J'ai pris le téléphone et puis je lui ai téléphoné en lui disant que ça ne va pas. Puis il m'a dit qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. J'ai dit je bois. Il m'a dit je savais que vous buviez, mais cette fois c'est vous qui le dites. Il m'a dit venez me voir et puis on va faire quelque chose. C'est parti comme ça. Mais il ne vous avait jamais dit de lui-même, attention, vous buvez trop, prenez peut-être... Non, absolument pas, non, au contraire, non. Au contraire? Non, au contraire, il me disait rien. Vous ne demandez quand même pas de boire davantage. Non, il savait que je buvais, mais il n'a pas le droit de me juger. Il soigne ma maladie. Alors bon, on le sait, il y a malheureusement dans cette société 1000 maux. Alors le Centre Espoir à Genève, dont vous êtes responsable, Daniel Gostelli, accueille une centaine de pensionnaires. Alors avant d'en parler, je vous propose une petite visite. Elle a été tournée en 1988. Voilà, cher ami. Vous voyez quel beau lit. C'est la première fois que vous êtes chez nous. Dis donc, c'est presque un palais. Tous les malaises, je peux me permettre. D'accord. Ah oui, voilà la douche, ah ouais. C'est compagnie. Tapez-vous, messieurs. Tapez-vous, messieurs. Madame, je suis à vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette présentation du Centre Espoir. Dans tout. Daniel Gostelli, de quoi souffrent ces personnes? Au Centre Espoir, nous accueillons actuellement des personnes qui sont au bénéfice d'une prestation de l'assurance invalidité pour diverses raisons, mais pour une grande partie d'entre elles, elles souffrent d'handicap psychique. Quelques personnes avec handicap mental et très peu de personnes avec handicap physique. Un certain nombre de personnes ont des difficultés liées à des dépendances. Moyenne d'âge? Moyenne d'âge 45 ans. Alors leur perspective de vie? Alors la perspective de vie est de faire au mieux, avec la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire la perspective de vie effectivement, ne va pas dans le sens d'une réinsertion magnifique dans la société. Quasiment aucune chance? Dans les contextes actuels, probablement peu de chance. Par contre, beaucoup de choses pour chacune et pour chacun. De vivre plutôt bien dans le cadre et dans la structure proposée. Alors bon, on a vu qu'il y a différents ateliers. Parmi ces ateliers, il y a un atelier de jardinage qui se trouve en France voisine, au pied du Salève. Alors Véronique Amstutz a immortalisé quelques instants d'éternité. Je vous propose de les regarder. Le compost et puis on éparpille tout. Il ne faut pas compter sur un seul facteur pour aller mieux. C'est plusieurs facteurs. C'est pas ça pour moi. C'était la famille et puis le travail, ça compte, le logement, ça compte aussi. Et puis l'estime de soi, c'est clair. Ah ouais, quand il pleut, ouais, c'est un peu embêtant parce qu'on vient mouiller tout, puis la terre, on peut pas bien travailler quand il pleut.
quand c'est trop mouillé, ouais. C'est vous qui avez choisi de faire du jardinage? On m'a proposé, puis j'ai essayé de venir, ouais. Et puis vous venez 2 fois par semaine et les 2 autres fois. jours, qu'est-ce que vous faites? Ah, je travaille à l'atelier bois, à l'arrêt de l'industrie. Dans le cadre de l'armée du salut, j'ai eu un contrat. Ouais, parce que moi, j'étais plus dans le cadre du travail, alors je voulais retrouver un peu l'habitude du travail, me lever à des heures dites normales, et puis avoir une structure, structurer ma semaine. Surtout ça qui était important. Faut avoir de la patience pour ça. Oh là 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 là. Et tu les manges, hein? C'est bon, hein. Si tu les coupes comme ça avec de la viande dedans, c'est bon ça. En petite salade comme ça, c'est délicieux. Ouais, il est vraiment trop... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, c'est le blanc, tant pis. Si jamais ça vous revient, on en reparle tout à l'heure. Jean-Claude. 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 J'imagine qu'en fait, il y a différents stades de maladie. Les personnes ne sont pas toutes atteintes au même degré. Est-ce que vous les mélangez? J'entends quelqu'un qui est très atteint avec quelqu'un qui est moins atteint. Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Alors, on doit être prudent à comment on organise les groupes, en particulier avec les équipes qui partent au jardin. C'est-à-dire, au jardin, on ne peut pas se permettre de partir avec des gens chez qui on risque trop de surprises. C'est quoi les surprises? Quel genre? Dans le domaine du handicap psychique, les surprises sont de tous ordres. Ça peut être des accès de violence, mais ça peut aussi être des accès de tristesse. Ça peut être... enfin, tous les moments, la plupart des moments sont inattendus. La plupart des moments sont inattendus et on doit être prudent relativement aux gens qui partent au jardin. Là, il y a un groupe assez important. Ils sont combien? Alors ça dépend des jours. En principe, jamais plus de 7 ou 8 personnes. Et puis ils sont encadrés par combien de personnes? Par un responsable. Un seul? Un responsable. Mais s'il y a une crise de violence, en fait, comment est-ce qu'il va réussir à réfréner? C'est bien pour cette raison-là qu'on est particulièrement prudent relativement à cette occupation-là. Il faut quand même savoir que sur place, il y a une institution qui n'est pas de chez nous. Et s'il y a des problèmes particuliers, on peut aussi faire appel à ces collègues-là. Ce qu'il y a aussi très souvent dans ces groupes, c'est de la solidarité. Et puis, les gens arrivent aussi à s'entraider, sans être nécessairement professionnels. Bernard Mittenbach, je vous vois hocher de la tête. Au mot solidarité. C'est tout à fait ça. D'abord, sur ces images d'avant, moi, je sais pas, c'est quelque chose qui est magnifique. Oui, c'est vrai, c'est plein d'espoir. De travailler avec des images pareilles sur l'être humain, moi, ça me fait me lever le matin et aller au travail, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose... donner sa vie pour voir ça, ça vaut la peine. C'est bien. Ils ont l'air heureux, c'est ça? C'est pas ça, c'est qu'on... On voit qu'il dégage quelque chose qui devrait être intégré dans la société plutôt que d'être refoulé et pas accepté. C'est plutôt ça que je pense. C'est tellement riche qu'il faut se battre pour être proche d'eux, pour être avec eux dans le même monde, plutôt que de les mettre, les cacher ou de les expulser de notre monde, quoi. Mais quand ça, une personne est peut-être moins atteinte au fond que les autres, qu'est-ce qu'elle va apprendre dans ce contexte? C'est pas très stimulant. J'ai pas bien compris la question. Quand une personne qui est moins atteinte, il y a différents degrés en fait de maladie. Pour quelqu'un qui est légèrement atteint, qui va se retrouver dans ce contexte, qu'est-ce qu'il va apprendre de la part des autres? Alors, moi je crois que c'est là que se joue justement cette solidarité. On serait vraiment étonné de la proximité. Il n'y a pas l'autre est atteint plus que moi ou moi je suis mieux. On est dans le même bateau puis on est ensemble, quoi. Mais moi j'ai peut-être envie d'en sortir de ce bateau. J'ai peut-être un petit peu plus de chance. Est-ce que
le travail en termes de projet est toujours un travail de projet individuel. C'est-à-dire qu'autour de chaque pensionnaire, il y a quelqu'un qui est très attentif à ce que son projet de vie se déroule de façon optimale. Et je pense que chacun, qu'on arrive à cheminer avec chacun dans le mieux possible. Ensuite, ceux qui vont mieux que les autres, c'est une chose qu'ils ont, qu'on souligne avec eux et qu'on utilise parfois. Il est souvent intéressant de voir combien les gens apprécient de pouvoir utiliser leurs ressources, même pour aider d'autres dans le cadre de vie. Bon, dans les exemples en fait de population que vous avez, vous n'avez pas vous-même passé par ce genre d'épreuve. Vous n'avez pas été alcoolique, vous n'avez pas eu de déficience mentale. Comment est-ce qu'on peut les comprendre, ces gens-là, sans avoir traversé, être passé par le feu soi-même? Ah là, tout le monde a envie de répondre, là, je vous sens tous sur le grill. Allez-y. Moi, je crois qu'il s'agit d'aimer. Ah, mais dites-moi un peu plus, parce que ça ne me suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Un des personnages dans le jardin qui était très présent sur la cassette me le disait encore récemment. On parlait de chèque et il me disait le seul chèque que vous pouvez remplir, c'est un chèque d'amour, d'amitié. Et puis, en tout cas, à lui, ça parlait de l'idée de savoir qu'il est aimé, qu'il est respecté, qu'on considère qu'il a le droit d'être qui il est, qu'on considère que quelle que soit sa peine, il a encore de grandes ressources et de grandes valeurs. C'est peut-être ça, aimer, finalement. Bernard Wittenbach? Vous parliez d'en sortir, mais moi je vois la chose, c'est peut-être un petit peu fou, mais l'idée c'est plutôt d'y entrer, dans le sens que moi j'étais en communauté avec eux, et puis qu'est-ce qui se passe, nous quand on est ensemble dans une société, on est isolés dans nos ménages, devant notre télévision, et dans les institutions... Je dis pas de mal de la télé quand même, pas maintenant. Ouais, excusez-moi, c'était pour bien dire mon idée, mais... Non, mais si vous voulez, il y a un certain isolement, tandis qu'ici, il y a encore des rapports humains, il y a une certaine communauté qui est tout à fait intéressante, où quelquefois on a envie d'y entrer. Et c'est plutôt ça, vous dites comment s'en sortir, mais comment nous y entrer aussi. Je vois bien, je comprends bien ce que vous voulez dire. Je vois la chose aussi comme ça, en tout cas. Oui. Et vous, Evelyne? Alors, moi, je pense que aimer, ça veut aussi dire parfois se laisser aimer. Et puis, ce qui me touche beaucoup, les pensionnaires de la maison, justement du Centre Espoir, parce que j'y vis aussi, souvent, ils me disent, par exemple, je prie pour vous. Ou bien alors ils me disent, la semaine passée, vous aviez l'air tendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, vous étiez triste l'autre jour dans l'ascenseur, je ne vous ai pas dérangé, mais maintenant, je vois que vous allez mieux et vous êtes contente. Et puis, moi, je suis très touchée de recevoir tous ces gestes d'amitié. Et puis, je crois que c'est aussi ça, aimer, c'est accepter l'amour des autres. Alberto Mondiani, c'est quoi pour vous aimer? Aimer, c'est s'occuper des autres. Et puis être un peu moins égoïste avec soi-même. Et puis, est-ce qu'on s'occupe un peu de vous? Pas trop, pas trop. Je sens un petit regret, là. Pas trop. Bon, l'important, c'est qu'actuellement, je vais bien et que je m'occupe bien des autres. Merci. Alors, en fait, à part vous, Alberto Mondiani, vous avez tous choisi la voie salutiste pour pouvoir, au fond, témoigner de votre foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez capable, par exemple vous, Major, de témoigner sans uniforme?
Alors, bien sûr, je pense que c'est pas l'uniforme qui... Mais ça aide. Allez, franchement, ça aide. Alors, franchement, ça aide, ouais, parce que ça nous place déjà dans la société. On sait que lorsqu'on porte cet uniforme, on est quelqu'un qui fait partie de l'armée du salut. On a peut-être des attentes un peu grandes par rapport à nous, mais au moins on sait qu'on connaît Jésus-Christ. Et puis je crois que c'est une grande aide pour cela. Les gens savent nous situer. Moi, je travaille dans un contexte très international. Vous avez vu une dame africaine parler. Et puis, dans le monde entier, l'armée du salut existe. Et nous sommes un point de repère dans la ville. Alors c'est vrai, vous m'aviez donné un exemple. Lorsqu'il y a eu le crash du Swissair 111, Oui. vous vous êtes présenté à l'aéroport quasiment parmi les premiers pour soutenir les familles qui étaient là, désespérées et qui n'avaient encore pas vraiment de nouvelles. Et au fond, grâce à votre uniforme, vous avez eu un accès presque immédiat à ces gens-là. Alors, ouais, enfin, j'aime pas tellement parler de ce sujet-là, mais... Pourquoi? Pourquoi? Oh, je sais pas. Ça fait partie de votre mission, non? Si, aussi, ouais. Donc? Oui, d'accord. Mais je crois que ce qui a beaucoup frappé les gens, d'ailleurs certains témoignages, certaines personnes nous l'ont dit, c'est que d'un côté comme de l'autre de l'océan, il y avait les mêmes personnes. Et on a joué un rôle de repère, pas tellement en fonction de moi, Evelyne Gosteli, mais en fonction de l'armée du salut qui a un message à apporter. Peut-être, pour revenir dans le sens de ce que vous disiez, dans le sens des anges tout simples, qui se cachent parfois derrière des uniformes. Alors au fond, on va peut-être évoquer aussi cet accueil de nuit. L'accueil de nuit, c'est un lieu à Genève, il en existe certainement d'autres, mais enfin celui de l'armée du salut permet de recevoir des gens, de leur donner un lit, de leur donner un repas, quand tout va très très mal. Et c'est au fond ce dont vous vous occupez. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent d'autre, ces gens-là? Mais d'abord, ils demandent le strict minimum déjà un lit, à manger, et puis un petit peu de tranquillité, et puis avec le temps, un petit peu de discussion. Ils viennent d'où ces gens? C'est qui ces gens? Vous savez, quand ils arrivent, je ne pose pas trop de questions. Mais ils viennent de n'importe quel côté. France, étranger, femmes avec enfants, inimaginable. Alors quand vous mélangez au fond toute cette population, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir de la violence, de la colère, enfin des situations dangereuses? Bien sûr, c'est normal, ça, c'est sûr. Il y a de la violence, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ben, avec le temps, j'ai appris un petit peu à maîtriser ça, à gérer ça. Mais il est évident qu'on improvise beaucoup, et puis c'est cas par cas.